Et on poursuit cette édition en grande partie consacrée au 8 mars, journée internationale des droits des femmes. 10 ans après les printemps arabes, y a-t-il un renouveau féministe? Quelles sont les luttes menées par les femmes sur la rive sud de la Méditerranée, notamment en Algérie et en Tunisie? On parlera aussi de l'Égypte. Avec nous pour en parler, Abir Kefra, bienvenue à vous. Vous êtes sociologue, maître de conférence Université Lyon 2 et je signale ce livre, Genre et féminisme au Moyen-Orient et au Maghreb. Vous êtes une spécialiste de la question, c'est aux éditions Amsterdam, c'est avec Amélie Le Renard. Avec nous également Sanhaja Akrouf, bienvenue à vous. Vous êtes féministe franco-algérienne, l'une des principales animatrices du Hirak dans la diaspora algérienne en France, co-autrice d'un livre qu'on signale aussi avec Patrick Farbiaz, L'Algérie, seconde révolution, c'est chez Coucou Édition. On commence avec vous, Sanhaja Akrouf. Les femmes ont manifesté en ce 8 mars en Algérie. On voit les images à l'instant pour la démocratie, pour la liberté. Elles appellent aussi, comme les hommes d'ailleurs, un régime civil et non pas militaire. Et puis, il y a ce slogan qu'on a entendu aujourd'hui, Code de la famille à la poubelle. Ça reste encore aujourd'hui, en 2021, une revendication des femmes algériennes? Complètement, il est toujours là. Il n'a pas été abrogé, donc c'est une revendication. Je ne vais pas dire les femmes algériennes, parce que on est nombreuses et différentes. Il y en a qui veulent même le renforcer, c'est-à-dire le courant conservateur islamiste. Que dit ce code de la famille aujourd'hui, pour faire simple? Pour faire simple, il y a une phrase, il fait de la femme une mineure à vie. C'est-à-dire, dans les décisions, il faut passer par l'homme. Si elle n'a pas le droit de divorcer, il faudrait qu'elle achète son divorce. Voilà, donc il y a beaucoup, il est très long et tout l'article, il y a eu quelques améliorations, il faut le dire, en 2005, mais vraiment minimes. Hein. Mais l'essentiel, en tout cas, théoriquement parlant et politiquement et philosophiquement parlant, ce code, nous, on l'appelle le code de l'infamie. Le code de l'infamie, avec le jeu de mots et non pas le code de la famille. Abir Kefra, vous connaissez bien la Tunisie. Qu'en est-il en Tunisie, qui est souvent louée comme un modèle dans le monde arabe, s'agissant du code de la famille? Alors oui, s'agissant du code de la famille, ce qui est souvent dit, c'est que la Tunisie a eu des lois réformistes dès 1956, dès l'indépendance. Mais le problème, c'est que déjà dans le texte de loi lui-même, en fait, dans le code du statut personnel, il y a des discriminations et des inégalités qui demeurent en matière d'héritage, notamment, ce qui est revendiqué par les militantes féministes depuis, depuis en fait, même avant la Révolution. Hein. Et surtout, les conditions de vie des femmes se sont beaucoup dégradées avec la crise économique qui a débuté avant la Révolution. Ce sont l'ensemble des classes populaires et des classes moyennes dont les conditions de vie se sont paupérisées. Et c'est la raison pour laquelle les femmes sont très présentes dans les mouvements sociaux. Notamment, on l'a vu là ces derniers jours, elles sont très présentes dans les mouvements des agriculteurs et des agricultrices. Justement, on va revenir sur la question économique et sociale, parce que vous dites on a parfois tort, il y a un prisme occidental qui fait qu'on occulte quelque peu ces revendications. On va y revenir, mais juste sur le code de la famille, pour revenir du statut personnel en Tunisie, c'est quoi la différence si on compare avec l'Algérie? Elle n'est pas mineure à vie, la femme en Tunisie? Oui, c'est vrai que donc, la tutelle n'existe pas dans le code du statut personnel tunisien pour les femmes majeures. Les femmes peuvent se marier sans l'autorisation du père, hein, donc bien entendu. Elles ont le droit au divorce également, au même titre que les hommes. Donc c'est vrai que là, ce sont des différences importantes. Et ce que revendiquent les sœurs algériennes, donc, c'est l'instauration du divorce judiciaire à égalité pour les hommes et les femmes, l'abolition de la polygamie et la suppression de la tutelle. Et on va maintenant prendre la direction de l'Algérie, où aujourd'hui donc il y avait cette manifestation. Et puis comme chaque vendredi, hein, ça a repris après le confinement en Algérie, les manifestations du Hirak ont repris. Vous voyez ce reportage, c'était donc mardi, il y a 3 jours, dans les rues d'Alger. Reportage Kamel Zaïd, Ndarikaling Lopi. Un cortège imposant qui donne de la voix. À Alger, les femmes sont en première ligne dans le Hirak. Dans la foule, lunettes et veste noire, Amelzen fait partie des visages connus. La chanteuse à succès est engagée dans le mouvement de contestation populaire depuis ses débuts. Une Algérie pour toutes et tous, sans exception, et pour changer ce système totalitaire. Voilà pourquoi nous sommes là. On continue le combat du 22 février 2019. Peu importe leur âge, leur profession, les femmes algériennes manifestent aujourd'hui pour un changement politique.
Les femmes font entendre leur voix dans ce mouvement. Nous sommes là et cette fois-ci, nous ne sommes pas prêts à céder aucune part de nos libertés. On continue à sortir et on continuera à sortir tant que nos revendications ne sont pas atteintes. Quand elle n'est pas dans la rue, c'est chez elle qu'Amel Zen proteste, en chanson, à sa façon. حرة جزائرية حرة ديمقراطية تساوي رجال يد وحدة يا الجزائر دا وعد منا. Avec ses chants en hommage au Irak, la chanteuse fait de son art une arme politique. Sa prose, elle la compose en pensant aux jeunes générations. L'artiste y évoque justice sociale, éducation, égalité homme-femme. Un titre qui me tient à cœur particulièrement. Et celui-ci traite de la condition féminine et de l'urgence de réhabiliter le statut social de la femme au rang de citoyenne complète et à part entière. Et cela passe par l'élimination des lois qui vont à l'encontre de ce statut. Amel Zen s'est promis de continuer à descendre chaque semaine dans la rue et de composer des chansons. Comme ce titre, baptisé « Libérer l'Algérie », des hymnes pour des lendemains meilleurs. Sanadja Akrouf, en fait, les femmes en Algérie répondent présent. C'était le cas lors de la guerre d'indépendance, c'est le cas aujourd'hui avec ce mouvement. Complètement, complètement. Les femmes, moi, quand j'étais quasiment tous les mois pendant le Hirak, avant la pandémie, avant la fermeture des... Et les femmes, elles sont vraiment à la tête de beaucoup de cortèges, même dans les villes de l'intérieur. Après, la question des femmes en tant que telle, elle n'est pas forcément posée dans le Hirak. C'est une bataille. C'est une bataille que les féministes et que beaucoup de femmes la posent et qu'ils ne veulent pas se faire avoir comme on s'est fait avoir après l'indépendance. Parce qu'il faut savoir que pendant la guerre de libération, les femmes, elles ont participé à part entière, en tant que pas seulement comme des femmes de cuisine ou préparées. Oui, notamment cette phrase de Ben Bella. Exactement. Gisèle Halimi qui avait demandé à Ben Bella ce que deviendraient les femmes, il avait répondu, elles retourneront au fourneau. Et donc là, les femmes, elles ne veulent pas se faire avoir et elles disent qu'il n'y a pas de moment, il n'y a pas de tabou. On s'est fait avoir au lendemain de l'indépendance. Aujourd'hui, on le pose. Ouais. Vous vouliez ajouter? Vous me disiez? Oui, alors oui, en fait, je pense que les féministes algériennes se sont très rapidement auto-organisées au sein du Hirak pour la raison que tu évoques, Sanhadj. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que cette mémoire féministe algérienne circule dans la région. Elle circule au Maghreb et au Moyen-Orient. Et moi, je me souviens qu'au moment de la révolution tunisienne, les sœurs algériennes nous disaient « Faites attention, ne vous faites pas avoir comme nous, réclamez d'emblée en fait vos droits, donc vos droits dits spécifiques et inscrivez-les dès maintenant dans le processus révolutionnaire. » Et les femmes égyptiennes, est-ce qu'elles se sont faites avoir avec cette révolution il y a 10 ans? On sait qu'il y a une restauration, si l'on peut dire, avec un pouvoir militaire de retour avec Abdel Fattah al-Sisi. Qu'en est-il aujourd'hui des femmes en Égypte? Alors oui, la restauration autoritaire est très très violente en Égypte depuis l'arrivée au pouvoir du maréchal el-Sisi en 2013. Donc cette restauration se manifeste par la répression de toute contestation, y compris des militantes féministes, bien sûr. Elle se manifeste aussi avec un projet de loi de réforme du code du statut personnel qui est paru dans un certain nombre de journaux égyptiens ces derniers jours. Et c'est une réforme que le régime d'el-Sisi prépare pour réinstaurer la tutelle sur les femmes égyptiennes majeures. Ah, pour réinstaurer cette loi. Tout à fait. Donc une réforme régressive. Les égyptiennes ne pourraient plus se marier sans l'autorisation du tuteur, qui peut être le père, le frère ou l'oncle. Et dans le projet de loi, les égyptiennes pourraient même être divorcées par leur tuteur. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et les militantes égyptiennes parlent d'une menace de régression sans précédent. Ouais. Dans la première partie, on montrait le reportage de notre correspondante au Sénégal sur ces femmes qui récoltent le sel de manière artisanale parce que c'est peu rémunérateur pour les hommes. Est-ce que la question économique et sociale, elle est aujourd'hui un enjeu dans le féminisme algérien? Oui. Il y a ce prisme occidental, comme vous dites, qui fait souvent qu'on s'intéresse beaucoup aux questions sociétales qui sont certes importantes, mais on en oublie parfois la question économique. Complètement, parce que de toutes les façons, les femmes, elles représentent officiellement très peu
très peu le taux officiel, il est entre 18 et 22 de la main-d'œuvre féminine, quoi. Mais sauf que les femmes, elles travaillent beaucoup dans l'informel, ce qu'on appelle l'informel, donc qui est complètement, quand il y a une pandémie, c'est les premières qui ont été touchées. Mais en même temps, c'est les premières qui doivent gérer le foyer. C'est elles qui doivent gérer avec 2 pommes de terre, une carotte et 3 oignons, faire nourrir. Voilà. Donc du coup, c'est réellement présent. Et j'ai envie de rajouter, et pourtant, la scolarisation des filles, elle est massive en Algérie depuis l'indépendance. Et pourtant, la situation sur le plan économique n'a guère changé. Elles sont notamment majeures dans les études d'ingénierie notamment. Abir Krefa, les révolutions ont-elles produit des effets sur la question du corps et de la sexualité en Tunisie notamment ? Alors, c'est vrai que la révolution tunisienne s'est accompagnée d'une grande politisation des questions de corps, de sexualité, des questions de l'intime. Hein. De nouvelles générations féministes ont contesté et critiqué l'institution du mariage, contesté aussi la norme de l'hétérosexualité. On a eu la formation d'un certain nombre d'associations LGBT, donc rassemblant des minorités sexuelles et de genre, qui font l'objet d'une répression très violente aujourd'hui en Tunisie. Au même titre que l'ensemble des contestataires, hein, d'ailleurs. Oui. On a une restauration autoritaire particulièrement violente en ce moment qui donc fait peser des menaces sur les quelques acquis de la Révolution. Merci beaucoup Abir Krefa et merci à vous Sanhaja Akrouf d'être venu en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Algérie, la seconde révolution, c'est chez Coucou. Et puis genre et féminisme au Moyen-Orient et au Maghreb, donc aux éditions Amsterdam. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Merci à vous.